Salut à tous. Aujourd'hui nous allons voir la formation des unités car nous avons fait la liste d'armées. Maintenant on va voir comment placer ces figurines en unités. Ensuite nous allons voir les lignes de vue et pour finir la table de jeu ainsi que le déploiement. Pour cet exemple j'ai pris une unité de 10 porte-peste. Donc je fais mon premier rang. Je peux en mettre autant que je veux. Donc pour cet exemple, j'ai 10 porte-peste. Si mon premier rang, j'ai envie de mettre une figurine, je le fais. Je peux mettre les 10 au premier rang, il n'y a pas de souci. Pour cet exemple, j'en ai mis 5. Ensuite, les 5 dernières, je fais un second rang. Donc j'aligne les 5. Je ne peux pas mettre 5 figurines au premier rang, 3 figurines au deuxième et les deux dernières sur un troisième rang. Je suis obligé de compléter le deuxième rang avec le même nombre de figurines que le premier avant de faire un troisième rang. Par exemple, si je veux rajouter 3 porte-peste à mon unité de 10, je vais les placer comme ça. À droite, à gauche, ça n'a pas d'importance. Mais là, pareil que pour les 5 figurines, je peux pas mettre deux rangs de 5, une figurine au troisième rang, une autre au quatrième et une autre au cinquième. C'est interdit. Pour cet exemple aussi, je n'ai pas le droit de décaler mes rangs. Ils sont censés être tous à la même hauteur. Et enfin pour cet exemple, donc comme je l'ai dit, pour la première photo, j'ai mon premier rang de 5 figurines. Je ne peux pas en mettre 3 au deuxième rang et je ne peux pas rajouter un troisième rang avec 5 figurines. Je suis vraiment obligé de compléter mon second rang avant d'en faire un troisième. Ensuite, nous avons deux sortes d'unités qui ne suivent pas ces règles. Ce sont les volants et les tirailleurs. Donc, ils sont clairement définis dans leur livre d'armée. Ils ont une formation éparpillée comme ça, que nous allons voir mieux avec des figurines qui ne volent pas. Ce sont donc celles-là. Elles sont espacées généralement d'un demi-pouce. On n'est pas un poil de cul près, mais on ne peut pas les espacer de un pas et demi, deux pas. C'est vraiment trop espacé. Elles doivent avoir à peu près cet écartement-là. Ensuite, nous avons le placement de nos personnages. Donc les placements de personnages se font après le placement des unités lors du déploiement. Et elles viennent au premier rang obligatoirement s'il y a de la place. Donc les figurines qui ne peuvent pas bouger du premier rang, ce sont les états-majors d'unités. Donc le champion, le musicien et l'étendard. Ensuite, on met les personnages au premier rang et s'il n'y a plus de place, on place les personnages au second rang après avoir complété le premier. Donc sur cet exemple, on voit à gauche l'étendard, à côté il y a le champion, à côté le musicien, après nous avons un personnage au elfe et encore à côté un autre personnage au elfe. Vu que j'ai des rangs de 5 figurines, mon premier rang est complété. Si je veux inclure un autre personnage, il ira au second rang, comme on voit dans l'exemple là à droite. Pour cet exemple-là, nous avons un mage-elfe qui souhaite rejoindre une unité de cavalerie. Bon, les joueurs qui connaissent déjà savent que c'est une formation tout à fait illogique. Donc là, nous voyons que les socles de cavalerie sont plus gros que les socles d'infanterie. Donc le personnage ne peut pas être au milieu de l'unité et il devra être sur le côté. Donc je vais vous montrer un placement qui est interdit. Donc ça c'est autorisé et ça c'est interdit. Il doit être vraiment sur le côté car la taille des socles ne permet pas un placement en milieu d'unité. Idem pour un personnage monté, donc il devra se situer sur le côté de l'unité. À droite, à gauche, ça n'a pas d'importance. Donc ça c'est une formation autorisée. On voit bien qu'il est sur le côté, on voit bien la différence de socle. Il est interdit de le placer dans l'unité en plein milieu. Les socles ne le permettent pas, comme vous pouvez le voir sur cette photo.
Et enfin, dernière restriction, un personnage, qu'il soit monté sur une créature volante comme un aigle, un dragon, un pégase, n'importe quoi, ne pourra pas rejoindre d'unité volante, qu'elle ait la même taille de socle ou pas, dans cette dite unité. Il est impossible de rejoindre une unité volante avec un personnage. Maintenant, nous allons voir les lignes de vue. Donc les lignes de vue, c'est 45 degrés à gauche, 45 degrés à droite. Donc pour cet exemple, mes deux héros, là, j'ai mon héros haut elfe qui voit le héros de Nurgle. Donc nous le voyons car il est dans la ligne de vue, à gauche, à droite. Donc là, c'est ce que je vois. Et là, ça peut paraître bête parce qu'il est à côté, mais il est hors de mon champ de vision, que ça soit de ce côté ou de ce côté. Sur la table de bataille, ça donne un angle de vision comme ça, en fait. J'ai fait un prolongement à gauche et à droite, donc j'ai mon héros qui pourra voir tout ce qui se trouve entre les deux réglettes. J'ai pris comme un autre exemple un char car il a un socle beaucoup plus large et ça donne ça. C'est pas non plus extraordinaire, il gagne pas beaucoup de vision en plus. En termes de jeu, il faut savoir que ce qu'on voit ou les actions qu'on peut entreprendre, c'est ce que la figurine voit. Donc en clair, on va voir avec le canon qui est en bas à gauche et les porte-pestes qui sont en bas à droite s'ils peuvent voir de leur point de vue la figurine qui est en haut de la colline. Donc nous allons commencer avec les porte-pestes. Donc on se met au niveau, à leur niveau. Donc ça donne ça. On voit que les porte-pestes peuvent voir donc le héros qui est sur la colline. Quant au canon, voilà ce qu'il voit. Donc on ne voit clairement pas le héros, même si du haut de la table, nous, on sait très bien que le héros est derrière. Mais en termes de jeu, je ne pourrais pas entreprendre une action contre le héros avec mon canon. Quand on personnage au elfe, du haut de sa colline, on constate qu'on voit les porte-pestes qui sont derrière la forêt, et par contre, on voit juste une tour. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Alors que du haut de la table, de notre point de vue, voilà ce qu'on voit. Et donc, on voit clairement qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas entreprendre une action sur le canon avec notre perso parce qu'il ne le voit pas. Par contre, les porte-pestes, on peut leur tirer dessus, il n'y a pas de souci. Ils seront juste cachés par la forêt, mais du fait qu'on les voit à travers, on peut entreprendre une action dessus. Maintenant, on va voir le déploiement. Donc pour le déploiement, j'ai réduit un peu les dimensions de ma table, car pour un format de 750 points, j'ai pas besoin d'une table réglementaire. Donc là, je suis 39 pouces de large pour quasiment 46 de long. Une fois ma table posée, je vais la diviser en trois zones. Donc j'ai ma zone du bas qui sera ma zone de déploiement, la zone du haut qui sera la zone de déploiement adverse, et pour la zone du milieu, j'ai pas trouvé d'appellation, donc on va l'appeler la zone neutre. Pour calculer la zone de déploiement, donc vous prenez la longueur de votre table. Une fois les zones de déploiement placées, on va mettre les décors sur la table. Donc il y a plusieurs décors, on peut avoir une tour, une forêt, des bâtiments, un monument mystique, une ruine, une clôture, une colline. Enfin, c'est assez varié, je pense que je ferai un tuto spécial décor. Donc vous sélectionnez combien vous voulez en mettre et vous les placez sur la table avec accord de votre adversaire. Maintenant que la table est prête, nous allons sélectionner nos sorts. Donc il existe dans le livre d'armée 8 domaines de magie et certaines armées ont leur domaine spécifique. Dans les domaines de magie, chacun des domaines de magie a 7 sorts, voire plus pour certaines exceptions. Ils sont catégorisés comme ceci. Il y a le sort primaire et les sorts numérotés de 1 à 6.
Donc un sorcier niveau 1 a le droit à un sort, un sorcier niveau 2, 2 sorts, un sorcier niveau 3, 3 sorts, et un sorcier niveau 4, 4 sorts. Pour les définir, nous allons prendre exemple un sorcier de niveau 1, on jette un dé, et le chiffre indique le sort que l'on aura. Si on tire un 6, on a le 6e sort, si on tire un 3, le 3e. Si le sort qu'on a sélectionné ne nous plaît pas, on peut échanger ce sort par le sort primaire. C'est le seul qu'on pourra choisir et intervertir avec le sort qu'on a tiré au dé. Donc nous allons tirer au dé nos sorts. On a chacun un sorcier de niveau 1. Donc le dé bleu sera représenté pour le camp aux elfes et le dé vert pour le camp des démons du chaos. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand un sorcier de niveau 2 ou plus lance ses jets pour déterminer les sorts qu'il a. Donc pour le premier jet, pas de double, et pour le second jet, il a fait un double. Donc pour le premier, il garde ses sorts, et s'il y en a un qui lui plaît pas, il peut le troquer contre le sort primaire. Pour le second jet, donc il a fait un double 1 et double 3. Donc il aura le sort 1 et 3. Et vu qu'on n'a pas le droit d'avoir deux fois le même sort, il peut échanger son double contre n'importe quel sort du même domaine. Maintenant, on va effectuer deux jets de dés. Donc le gagnant du premier pourra choisir son bord de table et le gagnant du deuxième pourra choisir qui se déploie en premier. Donc pour ces exemples, le dé bleu c'est toujours le haut elfe et le vert c'est toujours le démon. Donc le joueur au elfe a remporté les deux jets de dés, donc il a choisi son bord de table et il choisit de se déployer en premier. Donc il pose le char de crasse. De l'autre côté, les démons ont posé le canon de corne. Ensuite, le joueur au elfe pose ses patrouilleurs illiriens. Quant aux démons, il pose les bêtes de Nurgle. Ensuite, le joueur au elfe pose ses lanciers. Le joueur démon pose ses porte-pestes. Ensuite, il pose les maîtres des épées. Et enfin, pour finir, le joueur démon pose son personnage dans l'unité de porte-peste. Et vu qu'il n'y a plus d'unité à poser côté démon, le joueur ou elfe finit de poser toutes ses unités. Maintenant que les armées sont déployées, nous allons effectuer un dernier jet de dés pour savoir qui jouera en premier. Donc le joueur démon aura un bonus de +1 sur son dé car il a fini de déployer toutes ses unités, personnages inclus, avant le joueur au elfe. Et donc le joueur démon aura le premier tour. Il n'a pas le choix pour savoir qui joue en premier ou pas, il est obligé de prendre le premier tour. Donc maintenant nous allons faire un petit récapitulatif de tous les points à prendre en compte pour le déploiement. Donc petit 1, mesurer les zones de déploiement. Petit 2, installer les décors. Petit 3, tirer au dé les sorts des sorciers. Donc pourquoi le faire avant de poser les unités? Suivant les sorts, on voudra placer son magicien dans telle ou telle unité, ou tout seul si on veut. Suivant les sorts qu'il a, ça peut être utile plutôt que de ne pas être à portée des sorts. Petit 4, tirer au dé pour choisir son bord de table. Du moins, le gagnant choisit son camp. Petit 5, tirer au dé pour savoir qui pose la première unité. Donc le gagnant choisit s'il a envie de poser la première unité ou si c'est l'adversaire qui choisit. Pour ce point-là, si on a envie d'avoir le premier tour, il vaut mieux calculer combien on a d'unités à poser et combien l'adversaire en a. Bon, pour ce déploiement au elfe démon, le joueur démon avait très peu d'unités, donc même le joueur au elfe, il ne pouvait pas avoir le bonus de +1,
car il avait beaucoup plus d'unités. Donc qui déploie en premier ou pas, ça n'aurait rien changé, il n'avait pas le bonus de plus 1. Donc avoir plus 1 sur son G2D, c'est améliorer d'environ 16% les chances de gagner le premier tour. Et enfin, petit 6, tirer au dé pour savoir qui a le tour 1. Donc comme expliqué pour le point 5, le gagnant jouera le premier tour et celui qui aura fini de déployer en premier aura son bonus de plus 1. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous a plu. Prochain tuto, donc on verra les phases de jeu et on commencera le tour 1 avec la phase de mouvement. Donc on verra comment déplacer les unités, ce qu'on peut faire pendant la phase de mouvement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à bientôt. Et petite dédicace à ma chérie donc qui a fait le G2D qu'on a pu voir en vidéo. Voilà, voilà, salut!